Allô, te rends l'écran. Oui, docteur. Est-ce que vous arrivez à voir le cours? C'est bon? Oui, Oui. Ah bah on peut commencer? Vous êtes tous là? Oui, vous pouvez commencer. Ah bah très bien. Donc aujourd'hui, le cours qu'on va faire s'intitule Les médications psychotropes et leur maniement. Alors, il faut savoir que quand on parle de psychotropes, il s'agit d'un chapitre assez long et assez large, assez complexe. Donc, ça reste un cours où on va peut-être faire des petits résumés. Donc, c'est un cours qui est très long. Donc, on va essayer un petit peu de revenir sur quelques notions en ce qui concerne les psychotropes. Mais après, je vous invite par la suite, par essayer de faire plus de documentation en ce qui concerne les psychotropes, parce que, comme je viens de vous dire, déjà, il existe plusieurs familles. Recording in progress. C'est quoi ça? Je sais pas ce qu'on peut continuer. On peut Oui, continuer? C'est un enregistrement, c'est ça? oui, Donc on continue, on enregistre? oui, docteur, vous pouvez continuer. Très bien. Donc je disais que le cours qu'on va faire aujourd'hui donc va concerner les médications psychotropes et leur maniement. Mais comme je viens aussi de vous dire, ça reste un cours assez long. C'est un grand chapitre dans la psychiatrie. Et aujourd'hui, on va juste se focaliser sur, on va dire, les principales notions de base que vous devez connaître en ce qui concerne les psychotropes. Alors, d'abord, on va faire une définition de qu'est-ce que c'est les psychotropes. Alors, on appelle psychotrope toute substance chimique, naturelle ou artificielle, susceptible de modifier l'activité mentale. Quand on dit naturel ou artificiel, pourquoi? Parce que effectivement, les psychotropes concernent les médicaments, mais il existe aussi d'autres substances naturelles qui peuvent aussi donner des modifications au niveau de l'activité mentale. Donc, les psychotropes agissent essentiellement au niveau des synapses. Ça, c'est très important. Nous, quand on donne des psychotropes, il faut savoir que le mode d'action de ces psychotropes va se situer au niveau de la région synaptique, d'accord? Là où il y a l'influx nerveux. Donc, à ce niveau-là, si si vous rappelez un petit peu vos cours de neurologie ou de physiologie, vous avez donc la région présynaptique, vous avez la région postsynaptique et puis vous avez la fente synaptique. Vous vous rappelez un petit peu de ces cours? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous vous rappelez un petit peu de la région synaptique? Comment ça se passe au niveau des synapses? Parce que c'est très important. Docteur, la Comment? transmission neurologique. Oui, pour la transmission neurologique. Voilà. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une transmission neurologique, il faut savoir qu'à ce niveau-là, donc l'influx nerveux va passer de la région présynaptique vers la région postsynaptique grâce à des neurotransmetteurs. D'accord? Et quand on va donner des psychotropes, ces psychotropes, ils vont agir au niveau de cette région synaptique. Donc, soit ils vont agir au niveau de la région présynaptique, d'accord? Soit ils vont agir au niveau de la région post-synaptiques. Donc, ils vont se focaliser ou ils vont se fixer sur les récepteurs présynaptiques ou bien au niveau des récepteurs post-synaptiques, tout simplement pour réguler la transmission de ces neurotransmetteurs. Donc, les psychotropes vont soit accélérer, soit réduire ou bien bloquer l'activité mentale. Donc, tout dépend de ce que nous, on cherche à faire. Donc, il y a certains médicaments qui vont accélérer l'activité ou l'influx nerveux, donc les messages, qui sont transmis d'un neurone à un autre, soit au contraire, on va essayer de réduire donc certains neurotransmetteurs, voire bloquer certains neurotransmetteurs. Est-ce que c'est clair pour le moment? On peut continuer? Oui, Très bien. Donc là, je vous ai mis donc un tableau pour un peu revenir sur, façon résumée, sur les différentes actions qu'on a quand on prescrit des psychotropes. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, donc les psychotropes, soit ils vont réduire, soit ils vont augmenter ou bloquer donc l'activité mentale. Alors, les psychotropes qui vont diminuer l'activité mentale, on les appelle les psycholeptiques.
D'accord? Alors, les psycholeptiques, il y en a les hypnotiques, les anxiolytiques, les neuroleptiques et les thymorégulateurs. Donc, ces familles de psychotropes, elles ont tendance donc à réduire l'activité mentale. Donc, je vous ai mis quelques classes. Par exemple, vous avez les barbituriques, les benzodiazépines. Vous avez une substance qui n'est pas, on va dire, qui est naturelle, on va dire, c'est pas médicamenteuse, c'est l'alcool. Vous avez aussi le lithium et le tegrétol et la dépamine. Donc, vous voyez qu'il existe plusieurs médicaments qui ont, on va dire, des actions différentes, mais dont le mécanisme est en rapport avec une diminution de l'activité psychique. D'accord? On les appelle les psycholeptiques. Vous avez la deuxième catégorie de psychotropes, ce sont les psychoanaleptiques. Alors, les psychoanaleptiques, c'est le contraire. Donc, eux, leur action, c'est de stimuler l'activité mentale ou le tonus psychique. C'est-à-dire qu'ils vont, par exemple, rehausser l'humeur et on considère les psychoanaleptiques toute molécule qui a tendance un petit peu donc à accélérer l'activité mentale. Et il y en a deux catégories, ce sont les antidépresseurs et les psychostimulants. Dernièrement, nous avons aussi une troisième catégorie, ce sont les psychodysleptiques. Là, ce sont des produits qui ne vont ni augmenter ni diminuer, mais ils vont perturber l'activité mentale. D'accord? Il y aura comme une forme de distorsion, de perturbation, de déséquilibre, et ça, effectivement, ça donne des effets assez néfastes sur l'individu. Et parmi les types de psychodysleptiques qu'on voit, ce sont les hallucinogènes. Alors, dans les hallucinogènes, vous avez certains champignons, certaines plantes, on va dire, qui sont naturelles et qui ont cette vertu hallucinogène, comme la mescaline, la psilocybine. Vous avez aussi les morphéniques qui peuvent avoir cet effet-là hallucinogène. Le tétrahydrocannabinol, c'est le cannabis. Et puis, vous avez la cocaïne, les alcools et les éthers. Alors, on continue. Alors, sur quel neuromédiateur agissent-ils? Est-ce que pour le moment, c'est clair? Oui, On continue? oui, docteur. Donc, après, on va voir au niveau des neuromédiateurs. Donc, il faut savoir que les psychotropes vont agir sur plusieurs neurotransmetteurs. C'est pour ça qu'on arrive un petit peu à les classer. Vous avez les neuroleptiques, ils vont agir sur le neurotransmetteur qui est la dopamine. Donc la dopamine, il faut savoir qu'il existe plusieurs récepteurs. Vous avez les récepteurs D1, D2 et D3. Vous avez les neuroleptiques atypiques. Alors quand il s'agit des neuroleptiques atypiques, c'est plus une action double, c'est-à-dire que vous aurez une action sur la dopamine et une action sur la sérotonine. Vous avez aussi les antidépresseurs qui, eux, vont agir sur la sérotonine et sur la noradrénaline. Et puis, vous avez les anxiolytiques qui, eux, vont agir sur le système GABA. Donc, quand ils vont agir sur le système GABA, ils vont avoir une action agoniste. Ils vont encourager le travail du système GABA, et c'est-à-dire que ça va favoriser l'ouverture du canal chlore par le GABA, et donc, il va y avoir un effet inhibiteur. Alors, ça, c'est un peu la spécificité de chaque molécule. C'est pour ça qu'on arrive un petit peu à les classer. Donc, quand on parle de neuroleptiques, c'est plus la dopamine. Quand on parle d'antidépresseurs, c'est plus la sérotonine et la noradrénaline. Quand on parle des anxiolytiques, c'est plus le système GABA. Mais il faut savoir qu'en plus de leur spécificité sur ces récepteurs, ils vont agir aussi sur d'autres récepteurs, comme les récepteurs de l'histamine et de l'acétylcholine. C'est pour ça que quand on donne des médicaments, que ce soit les neuroleptiques ou les antidépresseurs, on va avoir l'effet qu'on veut, c'est-à-dire que si c'est un neuroleptique, le patient ne va plus délirer ou il ne va plus avoir des hallucinations, mais malheureusement, les neuroleptiques, ils vont agir au niveau de la dopamine, mais ils vont aussi agir au niveau de l'histamine, de l'acétylcholine et donner les effets secondaires qu'on a l'habitude de voir en cas de prescription de ces médicaments. Est-ce que c'est clair? On continue?
Ça va, c'est clair pour le moment? Est-ce que vous m'entendez? Oui, docteur, c'est clair. Merci. Très bien. Donc, on continue. Maintenant, on va commencer donc chapitre par chapitre. Donc, je ne sais pas ce que vous arrivez à voir. Moi, j'ai un écran qui bug. Donc, je disais que maintenant, on va commencer par les neuroleptiques. D'accord? Comme on a vu tout à l'heure, les neuroleptiques, ce sont des psychotropes psycholeptiques, c'est-à-dire qu'ils vont diminuer l'activité mentale et le tonus psychique de l'individu. Alors, ce que vous devez retenir, c'est très important, ce sont les critères de délai et d'Inniker. D'accord? Ces critères, c'est eux qui nous permettent de classer une molécule comme étant une neuroleptique. D'accord? Ça, ce sont, on va dire, les actions des neuroleptiques sur l'individu. La première chose, c'est la création d'un état d'indifférence psychomotrice sans action hypnotique. D'accord? La deuxième chose, c'est la diminution de l'agitation et de l'agressivité. Donc, c'est-à-dire quand on donne une molécule, on va voir qu'elle va créer un état d'indifférence, qu'elle va créer une diminution de l'agitation et de l'agressivité, qu'il y a une action réductrice des psychoses aiguës et chroniques, donc elle va agir au niveau du délire. C'est une molécule qui va avoir des effets secondaires neurologiques et végétatifs, et puis elle a surtout une action sous-corticale dominante, c'est-à-dire qu'elle va toucher avec prédilection les noyaux nigrostriés. Ça, ce sont les critères pour pouvoir définir un traitement comme neuroleptique. Alors, les particularités des atypiques, ça, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est les neuroleptiques de façon générale, mais plus fréquemment, on va dire, ce sont les neuroleptiques de première génération. Après, vous avez les atypiques, qu'on appelle aussi les neuroleptiques de seconde génération. Alors là, la différence, c'est comme vous avez vu tout à l'heure dans les neuroleptiques de première génération, qu'on appelle aussi les neuroleptiques classiques, c'est qu'ils vont agir seulement sur le neurotransmetteur qui est la dopamine. Par contre, au niveau des atypiques, il y aura une affinité pour deux, c'est-à-dire qu'on aura une action au niveau des récepteurs sérotoninergiques et une activité antagoniste sérotoninergique et dopaminergique. Est-ce que c'est clair? Ou est-ce que ça commence un petit peu à être compliqué? C'est clair. Très bien. Donc, du coup, quand on va avoir… il faut savoir, par contre, que la sérotonine, son action, c'est un peu d'inhiber la dopamine. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Comme la dopamine, quand on va la donner chez un patient, comme on a vu tout à l'heure avec les neuroleptiques de première génération, si c'est un antagonisme spécifique qui concerne la dopamine, le souci, c'est que, comme on l'a vu tout à l'heure, si elle va agir au niveau des noyaux gris centraux, ça va donner parfois donc des effets secondaires qu'on appelle aussi donc les effets extrapyramidaux. Donc, quand on va donner les atypiques, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette sérotonine-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va réduire un petit peu de l'action dopaminergique au niveau des noyaux gris centraux et donc on aura moins, on va dire, d'effets secondaires en ce qui concerne cette molécule. Et du coup, on aura une meilleure tolérance neurologique avec une réduction des symptômes extrapyramidaux et donc une réduction des dyskinésies tardives et des troubles cognitifs qu'on peut apercevoir lorsqu'on donne les neuroleptiques classiques. Donc, les neuroleptiques, c'est quoi leur effet? Ils ont trois effets. Le premier, c'est un effet antiproductif. Ça veut dire qu'ils vont ralentir de la vitesse idéatoire. Ça veut dire qu'ils vont diminuer des hallucinations auditives. Quand on dit antiproductif, ça veut dire qu'ils vont réduire le délire. Ils auront aussi un effet sédatif. Sédatif, ça veut dire qu'on va tasser le malade, on va calmer le malade, on va réduire de son angoisse et de son agressivité. Et puis, ils ont aussi un effet désinhibiteur, c'est-à-dire c'est tout le contraire de l'effet sédatif,
c'est un effet qui va permettre à des patients qui sont un petit peu repliés sur eux-mêmes ou bien qui manquent de contact avec la réalité. Ça veut dire qu'on va essayer de vaincre ce genre de symptômes en utilisant certains neuroleptiques qui ont un effet désinhibiteur. Aiguë ou chronique, on utilise donc les Recording in neuroleptiques. progress. Alors, après les psychoses aiguës et chroniques, il y a aussi les troubles bipolaires qu'on peut aussi donner des neuroleptiques. Il y a aussi dans certains troubles du comportement de l'enfant des épisodes dépressifs majeurs dans un but sédatif qu'on peut associer aux antidépresseurs. Il y a aussi dans certains cas donc l'anxiété, donc on peut donner aussi des neuroleptiques s'il y a un échec évidemment des thérapeutiques habituelles, donc on peut parfois donc associer quelques dans certaines douleurs, par exemple des algies intenses et rebelles, dans la chorée, dans la maladie de Gilles de la Tourette, dans les troubles psychotiques au cours de la maladie de Parkinson. Dans ce cas-là, on a remarqué que la clozapine donnait de bons résultats. Et aussi, si vous allez remarquer ça dans les stages de gynécologie, donc souvent quand les femmes, quand elles sont enceintes, elles font donc des moments comme ça de vomissement incursible, ou bien lorsque des patients sont sous l'effet de la chimiothérapie, effectivement, on peut prescrire un neuroleptique parce qu'ils ont aussi un rôle anti-émétique. D'accord? Donc tout ça, ce sont les indications des neuroleptiques. Vous voyez bien que il y a effectivement des indications qui sont liées à des pathologies psychiatriques, mais on peut aussi éventuellement les utiliser pour d'autres pathologies. Alors, les contre-indications des neuroleptiques, il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de contre-indication absolue, hormis l'hypersensibilité à la molécule. D'accord? Donc, on peut prescrire les neuroleptiques, mais il existe parfois ce qu'on appelle des contre-indications relatives ou on va dire un contexte particulier qui pourrait nous contraindre à ne pas donner des neuroleptiques. Le premier, c'est quand le patient a fait un syndrome malin des neuroleptiques. Ça, c'est une complication qu'on voit rarement, mais qui existe. Ça se voit lorsqu'on donne des neuroleptiques. Et donc, il s'agit d'une contre-indication de la classe pharmacologique qui a induit cette pathologie ou qui a induit cette complication. C'est-à-dire que quand un patient a déjà fait un syndrome malin, d'accord, suite à la prescription, par exemple, moi je vous donne un exemple, donc il était sous risperidone, donc on le met sous risperidone, il nous fait un syndrome malin, donc ça devient par la suite une contre-indication à mettre le patient sous risperidone. Deuxièmement, vous avez le QT lent. Donc, c'est pour ça qu'il est très important, quand on donne des neuroleptiques, de faire au préalable un électrocardiogramme. D'accord? Vous avez aussi le syndrome extrapyramidal. Donc là, effectivement, il faut faire très attention. Et puis, vous avez le glaucome à angle fermé. Là aussi, il faut faire attention et il faut mieux donner un antipsychotique de seconde génération. Là, je viens de lire quelqu'un qui m'a dit ça se manifeste comment un syndrome malin. On va voir ça ultérieurement. Donc, ça va se venir. Donc, on va faire ça ultérieurement dans les complications des neuroleptiques. Alors, les contre-indications relatives, là, il faut faire très attention. Lorsqu'on est face à quelqu'un qui prend des neuroleptiques, il faut systématiquement faire des bilans au préalable. Donc, on fait bien évidemment donc, les bilans standards. Et puis, il faut par la suite chercher éventuellement d'autres complications. Donc, faire très attention lorsque le patient présente une insuffisance rénale ou hépatique, s'il a une épilepsie, parce qu'ils vont diminuer le seuil épileptogène. La plupart des neuroleptiques, ils ont tendance à le diminuer. C'est-à-dire que les sujets qui sont souffrants d'épilepsie,
ils peuvent éventuellement, si on les met sous neuroleptique, d'aggraver les crises convulsives. Donc, il faut faire très, très attention. Et puis, bien évidemment, la sclérose en plaques quand elle est en poussée. Voilà. Donc, vous voyez, donc il existe quelques pathologies où on doit faire attention à ne pas trop doser, on va dire, le patient. Alors, pour les voies d'administration, c'est un peu comme toutes les voies d'administration qu'on peut voir dans les autres familles pharmacologiques. Donc, vous avez la forme injectable. Donc, on l'utilise le plus souvent lors de l'hospitalisation chez des patients qui sont, on va dire, opposants ou qui présentent de gros troubles du comportement. Donc, il existe certaines molécules qu'on utilise qui ont des vertus, on va dire, sédatives. D'accord? Ou bien antidélirant, donc incisif, c'est-à-dire qu'on va antiproductif, on va rapidement essayer de faire diminuer le délire et essayer rapidement de calmer le patient. Donc, on a recours au traitement injectable, mais ce n'est pas systématique. Ce n'est pas systématique. Si le patient est coopérant, même s'il est délirant, voire agressif dehors, mais qu'il accepte son médicament, on peut proposer la voie orale. Donc, mais on va dire que dans la majorité des cas, on a tendance à utiliser la forme injectable et puis quelques jours plus tard, on va faire le relais par voie orale. Alors, quand le patient sort de l'hôpital, le relais peut être pris ensuite par les formes injectables retard, donc ce qu'on appelle donc les neuroleptiques à action prolongée, c'est-à-dire que qu'on fait une injection et elle peut durer plusieurs semaines. Et comme ça, le patient va éviter à chaque fois de se retrouver à prendre les médicaments quotidiennement. D'accord? Donc ça, c'est pour les formes. Alors maintenant, on parle des effets secondaires. Donc là, il y a ce qu'on appelle les effets secondaires graves. Il y a ce qu'on appelle donc l'hyperthermie maligne ou ce qu'on appelle le syndrome malin. Là, elle survient surtout en début de traitement chez les patients déshydratés. Donc vous allez voir rapidement l'installation donc d'un état général altéré. Donc l'altération de l'état général avec une fièvre qui est souvent inexpliquée. Donc c'est-à-dire qu'on va faire des examens, il n'y a pas de foyer infectieux. C'est un patient qui commence à faire de la fièvre très élevée, donc ça peut aller jusqu'à 40, et c'est une fièvre qui est rebelle aux antipyrétiques. Donc c'est quelqu'un qui va faire de la fièvre. La deuxième chose, c'est la raideur. C'est un patient qui va devenir très raide. Il est rigide. Il est rigide de partout, au niveau de la nuque, au niveau des articulations, même au niveau de la déglutition. Donc, il ne pourra plus déglutir, il aura du mal à avaler. Donc, voilà. Donc, ça va être un patient qui va présenter donc une altération de l'état général avec une hyperthermie, une rigidité diffuse, de la pâleur, et c'est une urgence. D'accord? C'est une urgence qui nécessite souvent, dans la majorité des cas, une prise en charge en réanimation. Voilà, donc ça, c'est vraiment la hantise, on va dire, qui peut toucher effectivement les neuroleptiques et qui inquiète souvent les psychiatres quand ils mettent le patient sous neuroleptique. C'est-à-dire qu'il faut toujours être précautionneux au début de la neuroleptisation. La deuxième complication, c'est les troubles du rythme avec souvent les traitements injectables et à dose élevée. Malheureusement, effectivement, quand le patient est sous forte dose, il y a un risque qu'on induit chez le patient des troubles du rythme. La troisième complication, on va dire effet grave lié aux neuroleptiques, c'est la granulocytose. C'est-à-dire que vous aurez les trois lignées, d'accord, les trois lignées qui vont être touchées, les globules rouges, l'hémoglobine, les globules blancs et les plaquettes. Ça veut dire que vous aurez un effondrement au niveau de toutes les lignées et c'est quelque chose d'assez dangereux. Pourquoi? Parce que le sujet va devenir sujet et fragile. Et ça survient le plus souvent quand le patient il est sous clozapine. D'accord? Et quand le patient il est sous clozapine, il faut savoir qu'on fait des formules chaque semaine, chaque semaine pendant minimum 18 semaines. Donc, des 18 premières semaines de prescription de la clozapine, la formule doit être faite une fois par semaine et ça, c'est systématique. D'accord? Est-ce que c'est clair pour le moment?
Oui, oui, docteur. Allez, on continue? Oui. Très bien. Alors, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que Hado, c'est vraiment les cas sévères qu'on vient de voir. Après, vous avez des effets secondaires qu'on voit, on va dire, beaucoup plus régulièrement et qui sont liés à la prescription de neuroleptiques. Donc, la première, ce qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle les dyskinésies aiguës. Là, ce sont plus des contractions musculaires involontaires. C'est-à-dire que le patient va avoir au niveau de la face des contractions. D'accord? Des contractions au niveau de la face, au niveau du cou, au niveau de la langue. Parfois, il y a une protrusion de la langue, donc c'est quelque chose qui le fait de façon euh, incontrôlée. Donc, et c'est quelque chose qui est vraiment lié. Euh, Docteur, comment choisir ce qu'on prescrit, injectable ou oral? Je viens d'expliquer, j'ai dit que le traitement injectable se fait au début de l'hospitalisation chez des patients qui sont opposants, c'est-à-dire qui ne se reconnaissent pas malades, qui refusent de prendre les médicaments, chez des patients qui sont agressifs, très délirants, et nous, on a vraiment besoin que l'état du patient s'améliore vite. D'accord? Donc, dans ce cas-là, il vaut mieux utiliser le traitement injectable. Parce que pourquoi on utilise le traitement injectable? Le risque avec la voie orale, c'est que le patient le crache. D'accord? Comme il ne se reconnaît pas malade, il va recracher par la suite le médicament. Et quand on a cette suspicion éventuelle que le patient ne va pas prendre ses médicaments, effectivement, dans un prime abord, lorsqu'il est hospitalisé, on lui donne un traitement injectable. Par contre, si on voit que c'est un patient qui est coopérant, qui n'est pas très opposant, qui accepte l'hospitalisation malgré la rechute, là, effectivement, on peut, par exemple, tenter la voie orale. D'accord? C'est clair pour celui qui a posé la question? Ah non, dans le cadre de l'urgence, je viens de dire, mais c'est pas d'emblée oral. Ça va dépendre du cas du patient. Si c'est un patient qui est opposant, effectivement, on lui donne le traitement injectable. Moi, personnellement, il m'est arrivé que des patients, dans le cadre de l'urgence, je ne leur donne pas les injectables parce qu'ils sont coopérants. Ça veut dire que l'urgence ne veut pas dire forcément de l'opposition, de l'instabilité et un refus de l'hospitalisation. C'est-à-dire que le patient, effectivement, il vient dans le cadre de l'urgence, mais c'est à nous de statuer. Si on évalue le cas du patient et on voit que c'est un patient qui accepte quand même d'être hospitalisé, pourquoi lui donner un traitement injectable? Pourquoi l'injecter? Parce que lui, il va accepter. C'est vraiment dans les cas où le patient est complètement délirant, qui n'accepte pas l'hospitalisation, surtout qui est instable, voire agressif. Là, effectivement, pour avoir une action rapide, on va utiliser le traitement injectable. On va dire que dans la majorité des cas, ça va être le traitement injectable au début de l'hospitalisation. C'est beau? Donc, on a parlé, mais je vous en prie. Donc, on a parlé de dyskinésie aiguë. Donc, comme j'ai dit, les dyskinésies aiguës, c'est vraiment au niveau de la face. Donc, c'est quelque chose d'assez spectaculaire parce que la raideur est quand même assez importante. C'est des contractions qui sont malheureusement involontaires. Parfois, vous avez une protrusion de la langue, les yeux qui sont exorbités. Et ça, c'est vraiment lié. Ou bien vous avez le plafonnement des yeux, c'est-à-dire que ce sont les orbites qui vont monter en haut. Parfois, vous avez le cou qui est complètement dévié, contracté. Ça, ce sont des signes de dyskinésie aiguë. Dans ce cas-là, on peut donner de la triéxyvénidine, qui est le Parkinane, ou bien donner une benzodiazépine pour corriger cet effet secondaire. Vous aurez aussi ce qu'on appelle l'acathysie, pardon, c'est l'impossibilité de rester assis. D'accord? Il a la bougeotte, il bouge beaucoup. Il ne peut pas se mettre en position assise. Par contre, la tachynésie, vous allez la voir au niveau des jambes. Donc, c'est quelqu'un qui n'arrête pas, donc il a des impatiences dans les jambes. Donc, il n'arrête pas de bouger la jambe, de vouloir marcher.
là, effectivement, c'est quelque chose de très, très, très désagréable. Donc, il faut essayer de gérer ça, de donner, par exemple, des bêta-bloquants comme la Vlocardil ou des sédatifs pour pouvoir un petit peu calmer l'état du patient. Alors, au cours des premières semaines, il y a ce qu'on appelle donc le syndrome parkinsonien. Quand on parle de syndrome parkinsonien, c'est-à-dire c'est comme si nous, avec notre traitement, on va induire un Parkinson chez nos patients. C'est ça le syndrome parkinsonien. Donc, vous aurez tout le cortège symptomatique qu'on connaît de la maladie de Parkinson. C'est-à-dire que vous aurez des tremblements au niveau des mains, d'accord? Vous aurez une démarche un petit peu ralentie, donc à petits pas. Vous aurez une hypersalivation. Aussi, c'est quelque chose qui est très désagréable pour le patient. Et vous aurez une rigidité, malheureusement, des attitudes. D'accord? Et une rigidité même des expressions. Donc, vous aurez un faciès qui n'est pas très expressif. Vous aurez des articulations qui sont très raides. Donc, on aura le phénomène de la roue dentée, parce que je ne sais pas ce que vous vous rappelez un petit peu du syndrome extra-pyramidal. C'est-à-dire que même quand on essaie d'étendre le bras, c'est très difficile. D'accord? Ça se fait, mais de façon très difficile. Et ça, c'est des signes qui peuvent effectivement pousser le patient parfois à arrêter les médicaments. Donc, dans ce cas-là, il faut corriger rapidement pour que le patient ne souffre pas de ces effets secondaires. Après, vous avez les dyskinésies tardives. Là, ça survient plusieurs mois, donc après la prescription des neuroleptiques. Donc, parfois, ça cède, d'accord, et parfois, malheureusement, ça peut être quelque chose qui va rester définitif. Donc, en plus de ces effets qu'on vient de voir, il y a aussi de l'hypotension orthostatique. Et il faut faire attention, bien sûr, quand ils font des hypotensions. Donc, il faut faire très attention aux associations des traitements neuroleptiques avec les antihypertenseurs. Quand un patient est hypertendu, je dois faire très attention avec les neuroleptiques. Et donc, quand je donne des neuroleptiques, il faut systématiquement chiffrer la tension avant toute prescription. Comme ça, on va prévenir les hypotensions orthostatiques. Vous aurez aussi l'hyposialie, vous aurez un ralentissement du transit intestinal. Ça, c'est très fréquent, la constipation chez nos patients. Donc, ils se plaignent souvent de cette constipation. Donc, on peut éventuellement corriger avec des laxatifs. Parfois, on peut même leur proposer une certaine hygiène de vie. Parfois, on va réduire le dosage quand on voit que ça ne donne rien. Il se peut qu'on arrive à diminuer la dose. Donc, comme on peut avoir une rétention et donc de la constipation, on peut aussi être face à quelqu'un qui a une rétention urinaire. Donc, en plus de ces problèmes qu'on vient de voir, il y a aussi des effets endocriniens, prise de poids, parfois une impuissance, des troubles érectiles, une frigidité chez la femme, parfois vous aurez une aménorrhée, une galactorrhée, une gynécomastie. Donc, dans ce cas-là, il faut systématiquement faire des bilans pour éventuellement chercher s'il y a un syndrome métabolique chez le patient. Il y a aussi la photosensibilisation, c'est-à-dire que c'est des patients qui deviennent très sensibles au soleil. Leur peau, elle va vraiment bronzer, mais de façon très rapide. Donc, lorsque le patient, il est par exemple sous l'argactile, il est très important de lui dire de mettre un chapeau, de mettre des pulls à manches longues, parce que s'il s'expose au soleil, effectivement, ça peut donner des lésions. Est-ce que les neuroleptiques, c'est bon? Ça va? Oui, docteur, merci. Oui. Alors, la deuxième classe. Alors, est-ce que le syndrome parkinsonien est réversible? Oui, bien sûr. Le syndrome parkinsonien, ce qu'on a vu tout à l'heure, il est réversible, bien évidemment. Donc, nous, quand le patient, malheureusement, j'allais vous dire, comme c'est des médicaments qu'on donne de façon régulière et à vie, dans certains cas, souvent, on associe avec le traitement neuroleptique, on associe un correcteur.
Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Après, effectivement, on peut utiliser d'autres molécules, comme on a vu tout à l'heure. Je vous ai dit que les antipsychotiques de seconde génération, ils ont moins d'effets secondaires. Ils ne donnent pas autant de syndrome parkinsonien. Par exemple, les nouvelles molécules, il n'y a pas de syndrome parkinsonien. C'est très rare qu'on se retrouve face à quelqu'un qui a un parkinsonisme. Donc, on privilégie plus maintenant les antipsychotiques atypiques aux neuroleptiques classiques. Mais c'est quelque chose de réversible, bien évidemment. Donc, les anxiolytiques. Alors, les anxiolytiques, on ne va pas trop rentrer dans les détails parce que ça reste aussi un chapitre long. Ce que vous devez savoir, c'est que les 3/4 des anxiolytiques et les hypnotiques, ce sont des benzodiazépines. D'accord? Donc, c'est très important de connaître les propriétés pharmacologiques des benzos. Alors, la première action, c'est une action anxiolytique. Donc, vous aurez une diminution de l'anxiété, de l'angoisse et de l'état de panique. Nous, quand on utilise les anxiolytiques, c'est surtout pour leur action anxiolytique. Mais aussi, on peut aussi les utiliser pour leur action sédative. Donc, quand on veut que quelqu'un soit, on va dire, calme, on peut, par exemple, lui prescrire des anxiolytiques. D'accord? Vous avez aussi une action mieux relaxante, c'est-à-dire qu'il va relâcher les muscles. Donc, c'est de la relaxation, la décontraction, surtout avec le Valium. Et c'est pour ça que quand les patients viennent parfois dans un état d'agitation, ils sont contractés, on va donner une benzodiazépine pour son effet mieux relaxant. Alors, les benzodiazépines aussi, on peut les utiliser comme anticonvulsivants, comme le Rivotril ou le Valium. Il y a certains qui peuvent l'utiliser en dehors de la psychiatrie pour, par exemple, des patients qui souffrent d'épilepsie. Alors, mécanisme d'action. Donc ça, c'est pas. Il faut juste savoir qu'il existe donc au niveau du mécanisme d'action, comme on a vu tout à l'heure, donc c'est le système GABA, mais qu'il existe des récepteurs. Il y a des récepteurs de type 1 et les récepteurs de type 2. C'est-à-dire quand on donne les benzodiazépines, ils vont agir au niveau de ces deux récepteurs pour avoir les effets qu'on a vus tout à l'heure. Alors, les contre-indications. La première contre-indication, c'est la myasthénie, c'est-à-dire que c'est des patients qui ont déjà un relâchement musculaire. Donc, c'est une maladie qui va toucher donc les muscles. Donc, il ne faut surtout pas donner les benzodiazépines chez ces patients parce que ça va aggraver leur état. Bien évidemment, l'allergie aux produits. Il faut faire très attention au cours des grossesses chez les sujets âgés et les jeunes enfants, d'accord? Et chez les travailleurs pour qui la somnolence est dangereuse, d'accord? Alors, les voies d'administration, alors le plus souvent, bien sûr, c'est la voie orale. Nous, comme on a vu tout à l'heure avec les neuroleptiques, lorsqu'un patient vient en urgence, on a tendance à lui donner le traitement injectable. Par contre, dans les anxiolytiques et les benzodiazépines, effectivement, la voie injectable, elle peut être utilisée dans le cadre de l'urgence, mais de façon générale, on donne la voie orale chez les patients qui viennent, que ce soit en consultation ou bien dans le cadre de l'urgence. Alors, les effets secondaires des anxiolytiques, la première, ce sont les troubles de la vigilance. C'est-à-dire que quelqu'un qui prend des benzos, il va avoir tendance à être somnolent. D'accord? Donc, quand on a quelqu'un qui a un métier comme conducteur, taxieur, etc., il faut faire attention. C'est même une contre-indication. Il faut éviter de donner des benzodiazépines chez ces patients. Vous allez avoir des troubles cognitifs, mais ça va toucher avec prédilection la mémoire. Donc, c'est une amnésie antérograde, c'est-à-dire que c'est les troubles de la mémoire de travail qui va être le plus touché. Et donc, il faut faire attention chez les sujets âgés. Vous avez aussi le troisième inconvénient, c'est le risque de dépendance. Alors, à la différence des neuroleptiques qui ne provoquent pas de pharmacodépendance, les benzodiazépines provoquent de la pharmacodépendance. Donc, il faut faire très, très attention. L'arrêt doit se faire sur plusieurs semaines, d'accord? Alors, il faut commencer à diminuer à partir de la 4e semaine. Et l'arrêt total doit se faire au bout de 12 semaines. Les médicaments benzodiazépiniques ne doivent pas dépasser 3 mois.
personnellement, moi, je vois parfois des ordonnances où on voit que les patients sont sous benzodiazépine pendant longtemps. Et c'est ça qui crée l'accoutumance, c'est ça qui crée la dépendance. Donc, on peut donner quand un patient est anxieux, quand il est irritable, quand il passe par des moments difficiles, mais il faut penser à réduire les benzodiazépines à partir de la 4e semaine pour l'arrêter définitivement à partir de la 12e semaine. Après, quand le patient éventuellement va rechuter, on peut utiliser une autre molécule, par exemple, pour éviter ce phénomène d'accoutumance. Alors, il existe des terrains fragiles. On a vu tout à l'heure, c'est les personnes âgées. Vous pouvez même avoir une confusion mentale, donc il faut faire très attention. La deuxième chose, c'est l'insuffisance respiratoire. Donc, l'insuffisance respiratoire, là, il faut faire très, très attention. Quelqu'un qui souffre d'asthme, par exemple, il s'agit d'une contre-indication pour lui, les benzodiazépines, parce que ça va aggraver la situation, puisqu'elle a un effet mieux relaxant. D'accord? Donc, elle va encore déprimer ces patients. L'insuffisance hépatique et rénale aussi, donc il faut adapter la posologie. Alors, en ce qui concerne la grossesse et l'allaitement, là, on peut effectivement donner, mais personnellement, moi, je fais très attention, surtout au premier trimestre. D'accord? Lorsqu'il y a, bien sûr, l'organogénèse, donc il faut faire très attention à ce niveau. Et vers le dernier trimestre. Pourquoi? Pour éviter que l'enfant lui-même ait des problèmes d'ordre respiratoire. Alors là, c'est d'autres, on va dire d'autres molécules. Vous avez les anxiolytiques autres que benzodiazépiniques, et puis vous avez les hypnotiques autres que benzodiazépiniques. Je vous les ai mis, mais ce que vous devez retenir, c'est que nous, on a tendance à prescrire les benzodiazépines. D'accord? Alors, les indications, c'est bien évidemment l'anxiété. D'accord? Donc, toute forme d'anxiété, elle peut être une anxiété liée à une pathologie psychiatrique, mais il y a évidemment l'anxiété qui est liée à des pathologies somatiques. Donc, lorsque le patient est anxieux, effectivement, les benzodiazépines sont indiquées. Il y a aussi une prémédication, ça peut se voir aussi en anesthésiologie, d'accord? On peut donner du Rivotril et du Valium. On peut aussi l'utiliser dans les insomnies pour son effet sédatif, le sevrage alcoolique, les états d'agitation, l'épilepsie, le tétanos, parce qu'il est mieux relaxant. Et puis, on peut l'utiliser en obstétrique, en rhumatologie. Vous voyez qu'effectivement, c'est une molécule qui peut être utilisée dans plusieurs pathologies. Est-ce que c'est clair pour les anxiolytiques? Oui, docteur. Parfait. Alors, on a vu les neuroleptiques, on a vu les anxiolytiques. Maintenant, on va aller vers les antidépresseurs. Alors, les antidépresseurs, vous avez vu tout à l'heure ce qu'on en a vu. Alors, au niveau des neuroleptiques, ils agissent à quel niveau? Dites-moi. Comment? Les fonds synaptiques. Allô? Vous avez dit quoi? Les fonds synaptiques. Au niveau de la fonte synaptique, il augmente la concentration de la sérotonine. Non, c'est la dopamine, pas les antidépresseurs. Je parle des neuroleptiques. Pour les neuroleptiques. Pour les neuroleptiques, ils agissent au niveau de la dopamine. D'accord? Très bien. Pour les atypiques, c'est au niveau de la dopamine et au niveau de la sérotonine. D'accord? Alors, pourquoi, quand on donne des neuroleptiques, ça agit au niveau de la dopamine ou à l'âge? Parce que on a remarqué que quand on présente les psychoses qu'on a vues tout à l'heure, aiguës, chroniques, parfois les troubles bipolaires, etc., on a vu qu'il y avait un problème au niveau de la dopamine, c'est-à-dire que la transmission dopaminergique est perturbée. Donc, nous, quand on va donner de la dopamine, enfin donner des neuroleptiques, ils vont agir au niveau de la dopamine pour pouvoir rééquilibrer les choses. Alors que dans la dépression,
qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué qu'il y a une diminution de la transmission de la sérotonine. D'accord? C'est-à-dire que cette diminution de la transmission de la sérotonine peut être en rapport avec l'affaissement de l'humeur, avec la tristesse, etc. Donc, nous, quand on va donner les antidépresseurs, ils vont agir au niveau de la... Où? Ils vont agir à quel niveau? De la sérotonine. D'accord? Et la noradrénaline, normalement. Très bien. C'est-à-dire que les antidépresseurs, ils vont agir au niveau et de la sérotonine et de la noradrénaline. Après, il existe plusieurs types d'antidépresseurs. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une action que sur la sérotonine. Après, vous avez d'autres molécules, c'est-à-dire que vous aurez les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Vous avez ce qu'on appelle, nous, les anciens antidépresseurs. Ils vont agir à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'ils vont agir et sur la sérotonine, et sur la noradrénaline, et du coup, et sur les autres récepteurs. C'est-à-dire qu'ils auront un large spectre. Et du coup, les anciens antidépresseurs, effectivement, étaient efficaces sur la dépression, mais en même temps, ils avaient des effets secondaires. D'accord? Parce qu'en plus d'agir sur la sérotonine et la noradrénaline, ils agissaient sur la tropine, ils agissaient sur l'acétylcholine, sur l'histamine, et du coup, on avait d'autres effets secondaires. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Très bien. Allez, donc, vous avez vu que les antidépresseurs agissent en augmentant la concentration au niveau donc de la fente synaptique de la noradrénaline et de la sérotonine, d'accord? D'où leur effet antidépresseur. Leur action sur l'acétylcholine est à l'origine des effets secondaires. Donc, je viens de le dire. Donc, c'est surtout les tricycliques, d'accord? Ça, c'est une ancienne famille d'antidépresseurs. Là, je vous ai donné donc quelques tricycliques, donc la nafranine, etc. Et puis, vous avez les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Ça, c'est des molécules qu'on utilise le plus souvent aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les effets secondaires des tricycliques. Alors, ils agissent spécifiquement sur la sérotonine et donc ils ont moins d'effets secondaires. Et puis, nous avons les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Là, c'est une famille aussi distincte qui est la venlafaxine. Et donc, elle va avoir une activité intermédiaire entre les tricycliques et les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Donc, les antidépresseurs, c'est quoi leur effet? Ils ont un effet thymo-analeptique, c'est-à-dire qu'ils vont redresser l'humeur, ils vont diminuer la tristesse du sujet déprimé, ils vont avoir aussi une action désinhibitrice. Donc, l'insan, quand il est ralenti à cause de sa dépression, il ne bouge plus, etc. Quand on donne les antidépresseurs, ça va un petit peu booster le patient, ça va un petit peu donc il sera un peu plus dynamique. Donc, on aura une levée des freins à l'activité mentale et psychomotrice. Et cette activité précède... Alors, les antidépresseurs, on les prescrit par injectable, oral ou les deux? C'est par voie orale. Donc, la plupart du temps, c'est par voie orale qu'on donne les antidépresseurs. C'est très, très rare qu'on utilise la forme injectable dans les antidépresseurs. D'accord? Vous voyez un petit peu que c'est complètement différent des neuroleptiques. Dans le cadre de l'urgence, effectivement, quand c'est des neuroleptiques, c'est l'injectable. Mais quand il s'agit d'une dépression, on a tendance à prescrire la voie orale. C'est des patients coopérants, donc ils acceptent de prendre les médicaments. Mais dans les cas extrêmes où il y a un risque suicidaire et un passage à l'acte, il y a la forme injectable. T'as les tricycliques. Chez les tricycliques, c'est la nafranine, la clomipramine qu'on utilise par voie injectable. Mais ça, c'est vraiment dans les cas où le patient présente une dépression caractérisée de forme sévère. Donc, où j'en étais? Donc, on avait dit qu'il y a la forme... non,
je disais l'effet, donc il a un effet désinhibiteur, mais aussi un effet sédatif et anxiolytique. Chez certains patients, ça peut être une bonne indication. Chez des patients, par exemple, qui ne dorment pas, on peut leur donner, et on voit qu'il y a quelques affects dépressifs, effectivement, on peut donner des antidépresseurs. Donc, les voies orales, donc nous avons la voie injectable et la voie orale, d'accord? Mais le plus souvent, on utilise la voie orale car elle est très efficace. Alors, ce qui est important à savoir dans les antidépresseurs, c'est que l'effet des antidépresseurs est long. C'est pas comme les neuroleptiques. Les neuroleptiques, on les donne, le jour même, le patient commence à se tasser, à se calmer. Par contre, les antidépresseurs, quand quelqu'un présente une dépression, il faut juste le rassurer parce que l'effet des antidépresseurs est assez lent et parfois ça peut durer 2 à 3 semaines pour qu'il commence à sentir l'effet. Donc, il faut toujours expliquer au patient. Quand il est sous antidépresseur, les premiers temps, il faut lui expliquer qu'il ne va rien ressentir qu'après la 2e semaine. La durée du traitement, elle est de 6 mois, associée à une prise en charge psychothérapeutique. Alors, ce que vous devez savoir, ça c'est important, j'aimerais que vous soyez attentifs, c'est quand on donne des antidépresseurs, il y a ce qu'on appelle la levée d'inhibition. Quand on donne les antidépresseurs, la première chose qui est désinhibée chez le patient, c'est la motricité. Après, vous aurez les idées. Donc, vous aurez à un moment donné, vers le 15e jour, à peu près, quand on donne les médicaments, donc le patient il va commencer à sentir une certaine désinhibition motrice. Mais cette désinhibition motrice, elle est en même temps associée à des affects dépressifs. Maintenant, au niveau de la pensée, il pense toujours pas bien. Donc, au niveau pas bien, ça veut dire des idées noires, négatifs, tout est obscurci pour lui, et il a encore des idées suicidaires. Donc, nous, quand on va accélérer la motricité, qu'est-ce qu'on va faire? On va encourager indirectement le patient à passer à l'acte. Pourquoi? Parce que quand il est en dépression, tout est ralenti. Donc, il ne peut pas passer à l'acte. Mais quand on va donner des antidépresseurs, on va faciliter la tâche. Pourquoi? Parce qu'on va désinhiber sur le plan moteur et le risque suicidaire est très important au 15e jour du traitement. Donc, au 15e jour du traitement, il faut faire très attention que le patient puisse passer à un acte suicidaire. Et du coup, quand un patient vient en hospitalisation, on associe systématiquement un antidépresseur avec un sédatif. Pourquoi? Pour prévenir la levée d'inhibition. Est-ce que c'est clair? Oui, docteur. Très bien. Alors, où est-ce que j'étais? Donc ça, c'est très important. Donc, la levée d'inhibition. Puis, vous avez parfois l'effet, ce qu'on appelle l'effet inverse. Le patient, il est en dépression, on lui donne un antidépresseur, il va nous faire un accès maniaque. Vous avez fait les troubles bipolaires. Oui, on a fait. Vous savez ce que c'est un accès maniaque. Et donc, un patient qui est en dépression, parfois, on lui donne un antidépresseur, il va nous faire un virage maniaque. C'est ce qu'on appelle le virage maniaque. Donc, il faut faire très attention. Parfois, quand le patient il souffre, par exemple, de psychose et qu'on va lui donner des antidépresseurs, l'effet aussi indésirable, on va dire, c'est qu'on peut un peu aggraver les hallucinations ou aggraver l'activité délirante en lui donnant les antidépresseurs. Donc, en plus de ces effets, vous pouvez avoir de la nervosité, vous pouvez avoir aussi des moments comme ça d'insomnie par son effet un peu désinhibiteur. Vous pouvez avoir aussi une diminution du seuil épileptogène et chez les personnes âgées, il y a un risque de confusion mentale. Donc, quand on donne les antidépresseurs, il faut connaître les contre-indications. Il y a des contre-indications absolues. Mais qu'est-ce qu'il fait? On lui donne les antidépresseurs, les patients qui ont un glaucome à angle fermé. C'est une contre-indication absolue. Quelqu'un qui a un adénome de la prostate, c'est une contre-indication absolue, surtout lorsqu'il s'agit du tricyclique. Vous pouvez avoir aussi des troubles cardiovasculaires, par exemple quelqu'un qui a un bloc auriculo-ventriculaire, des troubles du rythme, un infarctus du myocarde, une insuffisance cardiaque. Donc là, il faut éviter de donner des antidépresseurs qui viennent aggraver donc la pathologie. Vous avez aussi des contre-indications relatives.
par exemple l'épilepsie, la grossesse, l'alcoolisme. Là, effectivement, il faut peser le pour et le contre. On finit avec les thymorégulateurs. Vous avez fait les troubles bipolaires. Donc, vous savez que les thymorégulateurs, ils ont une action sur les troubles bipolaires. Ils sont là pour régulariser l'humeur. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de la stabiliser. D'accord? Alors, le thymorégulateur de prédilection, c'est le lithium. C'est le théralite, mais nous, on ne l'a pas. En Algérie, on n'utilise pas le lithium, il n'existe pas. Mais il faut savoir que c'est le traitement de référence des troubles bipolaires. Il faut savoir aussi que c'est le premier traitement préventif qui a été utilisé en psychiatrie. D'accord? Par contre, il faut faire très attention parce qu'il a beaucoup d'effets secondaires. Et il faut faire une lithymie. Elles doivent être pratiquées le matin à jeun, 12 heures après la dernière prise, tous les 5 jours. Quand on commence le traitement, puis une fois par mois, puis une fois tous les 3 mois. Donc, vous voyez, donc il faut une surveillance accrue quand on donne le lithium. Pourquoi? Parce qu'il a des effets, vous voyez, donc plusieurs effets, tremblement, vertige, trouble de la mémoire, prise de poids, une hypothyroïdie, de l'acné, l'augmentation de la soif, des troubles cardiaques. Donc, vous voyez que quand même, c'est un médicament qui est assez lourd. Vous aurez aussi des signes de surdosage, des nausées, des tremblements. Il y a beaucoup d'interactions médicamenteuses aussi quand on donne le lithium, donc il faut faire très très attention. Il est contre-indiqué en cas d'insuffisance rénale, d'accord? Donc il faut faire une créatinémie chaque 6 mois. Après, vous avez le valpromide et la carbamazépine. En Algérie, donc on utilise plus donc de la carbamazépine et certains antipsychotiques atypiques qui ont prouvé qu'ils ont une action antimorégulatrice. Et donc, nous, il faut savoir qu'on utilise plus de la carbamazépine. Alors, le valpromide, dépamide, il est bon aussi. Donc, on l'utilise lorsque, surtout, le patient a des tendances agressives. Donc, en plus de souffrir de bipolarité, il a de l'agressivité. Donc, on va plus privilégier le valpromide. D'accord? Le Tegretol aussi, on l'utilise. Donc, c'est une posologie entre 400 et 800 mg par jour. Bien évidemment, avant de prescrire les médicaments, il faut faire, comme je le dis fréquemment, il faut faire des bilans pour éviter qu'il y ait des surdosages ou qu'il y ait des complications liées aux psychotropes. Voilà, je vous ai mis une liste comme ça que j'ai trouvée sur Internet qui m'a paru intéressante, un peu des effets secondaires des différentes molécules psychotropes. Donc là, c'est plus les neuroleptiques. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'était clair par rapport aux cas de famille qu'on a tendance à prescrire en psychiatrie? Donc, c'était juste, on va dire, un petit résumé. Je ne peux pas effectivement rentrer dans les détails des molécules, sinon ça va être un peu long. Comment ça, la durée? La durée du traitement? Alors, la durée de la prescription, tout dépend, bien évidemment, lorsqu'il s'agit… donc, tout dépend parce que vous avez vu qu'il y a plusieurs indications, donc on ne peut pas rentrer. Donc, toute la durée de la prescription dépend de la pathologie sous-jacente. C'est donc lorsqu'on a en face de nous une psychose aiguë, d'accord, on donne le médicament entre 6 mois et 2 ans. Lorsque c'est une psychose chronique, c'est à vie. Les troubles bipolaires, c'est à vie. Lorsqu'il s'agit d'une dépression, c'est entre 6 mois et 18 mois. Donc, c'est quelque chose qui est relativement lié à la pathologie sous-jacente. Vous voyez? Donc, c'est un peu compliqué. On peut pas vraiment donner… on peut pas dire que les neuroleptiques, la durée de leur prescription, c'est tant. Ça va dépendre évidemment de leur indication. Par exemple, quelqu'un qui a des problèmes qui a des problèmes de vomissement, on va lui donner des neuroleptiques seulement au moment où il a des vomissements. Donc, c'est quelque chose d'assez conjoncturel. Comme ça peut être quelque chose qui peut se donner de façon
définitive, malheureusement, chez certains patients, comme c'est des maladies chroniques, donc c'est des traitements qui se donnent à vie. Vous avez d'autres questions? Oui, par exemple, la schizophrénie, oui, voilà. Donc la schizophrénie, les neuroleptiques, c'est des médicaments, dans la majorité des cas, c'est très important, je le précise, ça se donne à vie. Mais il y a certains cas, moi personnellement, j'en ai vu, ils ont pris des médicaments, enfin ils ont pris des neuroleptiques pendant plusieurs années, et puis à un moment donné, on peut tenter, si on voit que le patient est resté longtemps stable avec des petites doses, on peut par exemple commencer à dégraisser. Donc c'est-à-dire qu'on va diminuer jusqu'à ce qu'on arrive à une dose efficace, et puis dégraisser et tenter, pourquoi pas, un arrêt. Donc si on éventuellement, mais c'est très rare, mais ça peut arriver. Mais la schizophrénie, moi je préfère parler des schizophrénies parce qu'il n'y en a pas une, il y a plusieurs formes, plusieurs types de schizophrénie. Effectivement, la plupart du temps, c'est des médicaments qu'on donne à vie. C'est comme des maladies comme le diabète, comme l'hypertension. Il faut juste effectivement travailler ça avec les patients. Vous avez d'autres questions? C'est bon? Pas de questions? Merci, docteur. Mais je vous en prie. Oui? Il y a une question sur la discussion qui vous demande quand est-ce qu'on peut prescrire l'antidépresseur seul, ça veut dire sans avoir recours au sédatif. C'est dans les autres pathologies qu'on a vues, parce que les antidépresseurs peuvent être utilisés dans les troubles anxieux, par exemple. Maintenant, on donne un sédatif lorsqu'il y a un risque suicidaire. Parce que quand quelqu'un est en dépression, comme je vous expliquais, on va le désinhiber sur le plan moteur, mais il n'est pas encore bien sur le plan psychologique. C'est pour ça qu'on associe. Mais dans les troubles anxieux, par exemple, on n'a pas besoin. C'est seulement un antidépresseur. Dans les troubles de l'anxiété généralisée, dans les états de stress post-traumatique, dans les troubles phobiques, dans les troubles obsessionnels compulsifs, c'est des antidépresseurs mis de façon isolée. Mais autre chose. Mais parfois, effectivement, on peut utiliser d'autres sédatifs quand effectivement le patient nécessite. Moi, je vous ai parlé surtout de la levée de l'inhibition, qui, elle, vraiment nécessite des sédatifs. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Normalement, non, il n'y a pas d'autres. Ça va, ça a été clair? C'est bon? Oui, docteur, merci. Juste, Excusez-moi encore pour le retard d'aujourd'hui. Lara, les enfants